Bonjour à tous, ravi de vous voir si nombreux connectés. On va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde puisse être bien à l'écoute, bien branché avec son micro, son casque surtout, avant de démarrer ce webinaire. Merci à tous. Bonjour à tous, bon, je vois qu'on a de plus en plus de personnes qui se connectent au fur et à mesure. On va encore attendre 2 petites minutes et on va pouvoir commencer. Bon, bah, je crois qu'on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, ravi de vous voir si nombreux connectés. Euh, Aujourd'hui, je me présente peut-être dans un premier temps. Je m'appelle Camille Proux, je suis Technical Advisor chez HCL Software, dédié sur le produit donc BigFix que nous allons voir et parcourir un petit peu pour cette session. Et je suis accompagné de Vincent. Bonjour Vincent. Oui, bonjour Camille, bonjour à tous et bonjour à toutes. Oui, merci d'être si nombreux et d'avoir porté intérêt à ce webinaire ce matin. L'idée, c'est que pendant 45 minutes, on va co-animer avec Camille donc ce webinaire. Je pense que vous aurez bien compris le thème principal qui est le patch management des serveurs, notamment avec donc un de nos partenaires éditeurs représenté par Camille. L'idée, c'est d'apporter la compréhension, la visibilité de cette solution et l'intérêt
la valeur, j'ai envie de dire, de cette solution aujourd'hui. Et comme je disais, ça va se passer en 2 temps. La première, c'est de vous présenter rapidement un peu qui est DMI pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et dans un deuxième temps, évidemment, adresser le cœur du sujet par l'intervention de Camille à travers une présentation de la solution BigFix et bien sûr d'une démonstration qui pourra être complétée à la fin par vos questions. On est dans un chat assez traditionnel, donc vous avez un espace qui est dédié pour pouvoir poser vos questions au fil de l'eau de la présentation. Si c'est pertinent, je pense qu'on y répondra directement, sinon on prendra quelques minutes à la fin pour pouvoir évidemment y répondre. Je vous présente aussi rapidement la slide avec nos coordonnées. Je ne sais plus si elle est là ou si elle est à la fin, Camille. Elle est vers la fin. Elle est vers la fin. Ouais, elle est vers la fin. Ouais. On vous laissera évidemment toutes nos coordonnées à la fin pour pouvoir poursuivre cet échange, qui, je l'espère, en tout cas, suscitera beaucoup d'intérêt chez vous. On peut aller à l'essentiel directement, Camille. L'idée, c'est dans un premier temps, en quelques minutes, c'est de vous présenter ou représenter pour certains qui est DMI. Donc DMI, on existe depuis 20 ans. On est aujourd'hui expert sur trois BU, on va dire, qui couvrent toute la partie UIM ou UIM/EPM, gestion technique administrative des devices, postes de travail, des smartphones, des tablettes, des serveurs. Donc, on va dire tout le cycle de vie de ces périphériques. On a une BU ce qu'on appelle ITSM/ESM, où on va là apporter des solutions technologiques avec nos partenaires éditeurs sur la gestion des services, l'optimisation des services IT qui vont du ticketing en passant par de l'intégration des API et autres pour mettre en place aussi des formulaires, des workflows sur des demandes qui pourraient être IT et également non IT. Il faut savoir que on existe depuis 20 ans, on a un chiffre d'affaires régulièrement en hausse, on a une cotation Banque de France aussi G3+, qui est très importante aussi pour nous, en tout cas à nos yeux, qui nous positionne en tant qu'indépendant, on va dire financièrement, donc on n'est pas du tout piloté par des investisseurs ou des actionnaires extérieurs. On est une entreprise 100% autonome. Et notre métier, finalement, se résume de manière assez simple, puisque nous sommes revendeurs, intégrateurs des solutions partenaires avec lesquelles on travaille. Et pour pouvoir le faire, évidemment, on s'assure d'être en conformité avec les valeurs et les compétences nécessaires auprès de nos partenaires éditeurs, à travers la formation continue, des certifications et autres. En résumé, c'est ça. On est vraiment bras droit des directions IT aujourd'hui. On apporte du conseil puisque sur la partie service, on va intervenir vraiment de la MOA jusqu'à la MCO. Pour reprendre vulgariser un peu quelques termes que je pense vous connaissez bien. Donc voilà qui nous sommes. On est à peu près 36, bientôt 38 collaborateurs chez DMI. Une population principalement de consultants, évidemment, puisque notre métier, c'est quand même de délivrer du service chez l'ensemble de nos clients. Pour vous donner un ordre d'idée, on réalise à peu près 2500 journées de consulting à l'année sur l'ensemble des technologies qui sont représentées par DMI. Peux-tu passer à la slide suivante, mon cher Camille? Merci. Un point important aussi à souligner pour DMI, c'est qu'on est une entreprise digitale, certes, mais on a une particularité, c'est qu'on a toujours fonctionné en mode télétravail. C'est-à-dire que DMI ne possède pas en fait réellement de bureau. On est 100% télétravail, ce qui nous permet d'être à proximité évidemment des moyens de transport, train ou avion, pour pouvoir se rendre chez nos clients lorsque c'est nécessaire. Et cette dynamique, pourquoi on insiste là-dessus? Parce que cette dynamique de télétravail, évidemment, on a pu voir l'intérêt d'avoir cette organisation-là quand on a tous connu le confinement et les difficultés que ça a pu engendrer. Donc, on avait bien sûr anticipé, nous, les outils de communication, de sécurisation des accès. Et donc, on n'a pas eu d'impact en fait, directement sur notre organisation. Et bien au contraire, c'est une période où on a été fortement sollicité. Évidemment, il a fallu parfois en urgence mettre en place des solutions. On est 100% home office, qui nous donne aussi une présence évidemment sur les territoires en France, mais pas que, puisqu'on a également, la chance d'avoir certains clients aussi dans le Benelux et des clients qui ont une dimension internationale. Donc, on a pu être amené aussi à devoir se déplacer parfois dans des filiales ou dans des sites, sur des sites distants. Et comme je le disais, on est à peu près 36, bientôt 38 collaborateurs. Donc, la question existentielle de savoir pourquoi finalement DMI, quel est notre ADN, comme je vous le disais très rapidement en introduction, en fait finalement ces quatre piliers
vous permettre de bien comprendre. Donc, on assure, comme je vous disais tout à l'heure, en tant que revendeur, la distribution de l'ensemble des produits, que ce soit la licence maintenance, que ce soit la souscription, donc directement auprès de nos clients, à travers des contrats cadres ou à travers simplement de la revente. La valeur finalement de ce modèle de distribution, c'est de pouvoir vous accompagner dans la négociation des contrats, dans la négociation aussi des tarifs, et puis évidemment de pouvoir positionner des produits éditeurs qui sont référencés et sur lesquels on a toute l'expertise. Du coup, cette expertise nous permet de pouvoir nous positionner en tant que consulting, en tant que consultant, donc pour apporter du service qui va se matérialiser sous 3 formes aujourd'hui, qui est soit du forfait ou soit de la régie. Donc en mettant à disposition des ressources sur un temps donné ou sur des projets identifiés qu'on aura mis en place avec un chef de projet. On va apporter de l'expertise, donc d'ingénierie, aussi en mode ce que nous on appelle CDS. Je vous en parlerai un petit peu plus précisément juste après. Donc en centre de service, puisqu'on intervient aussi finalement en tant que les yeux, les oreilles, les bras, les jambes en fait, de nos clients, en tant que service externalisé. On va positionner un curseur à la carte pour pouvoir apporter le soutien et la compétence nécessaire souvent au maintien en conditions opérationnelles et aux évolutions mineures ou majeures qui peuvent évidemment vivre à travers ces projets. Et donc, on a une BU dédiée en fait au centre de service. On va pouvoir mutualiser des ressources pour vous apporter toute la compétence nécessaire et souvent répondre à un besoin d'externaliser, on va dire, des actions de gestion de contenu qui ne sont pas obligatoirement critiques ou qui n'ont pas énormément de valeur, je vais vous dire, en interne, qui nécessiteraient peut-être de sourcer ou de recruter des équipes supplémentaires. Là, on sait y répondre encore une fois à la carte. Et puis évidemment, à travers le consulting, on apporte. J'ai pas fini, Camille, pardon. Je reviens. On apporte du transfert de connaissances à travers des formations, soit des formations éditeurs, soit des formations à la carte qui sont basées sur les livrables que DMI met à disposition de ses clients. Une fois qu'on a parlé de revente de licences ou de souscription, donc des produits référencés chez DMI, qu'on a délivré une partie ou la totalité d'un projet, on peut effectivement aussi vous accompagner sur la partie assistance. Et là, on va travailler alors soit sous forme de ticket, ce qui est souvent quand même la manière la plus simple de travailler. Donc, contrat d'assistance ticket vous permet de bénéficier toute l'expertise de tous les produits et toutes solutions qui sont au catalogue de DMI. Ça fonctionne sous forme de ticket et vous avez une consommation forfaitaire sur un certain nombre de tickets qui vous permet de bénéficier à la demande d'expertise, j'ai envie de dire plutôt ponctuelle. Vous avez besoin de valider une configuration ou d'avoir une patte d'expert pour finaliser une fonctionnalité dans le produit. On sait y répondre. Et on a un portail web évidemment qui est dédié à cette assistance pour tout le suivi, l'historique et la gestion des SLA de ces demandes auprès de notre portail d'assistance. Et je vous le disais tout à l'heure assez succinctement, notre centre de service, c'est vraiment une organisation en fait interne qui est dédiée, encore une fois, par la mutualisation des ressources, à pouvoir, excusez-moi, décidément, je perds ma voix ce matin, à pouvoir vous accompagner sur plutôt du moyen et du long terme. Donc, pour assurer la MCO, on peut y intégrer un certain nombre de choses là-dedans, que ce soit du service à la carte. On peut avoir des ressources qui sont dédiées sur différentes technos. Donc, on pourra en reparler évidemment de manière plus précise, peut-être lors d'un échange ultérieur à ce webinaire. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Je vais terminer ma petite présentation de DMI sur les services managés. Donc, je vous disais très rapidement sur le centre de service, finalement, comment ça se matérialise aussi. Je vous parlais tout à l'heure de gestion de contenu. Donc, on a une liste non exhaustive en fait d'actions qui peuvent être menées par l'ensemble de nos consultants pour vous dédouaner et vous faire gagner du temps. Principalement, alors on parle de packaging applicatif, on parle de masterisation, on parle de migration, d'in-place, upgrade, d'OS. On parle beaucoup, on réalise énormément d'ateliers aussi de workshops autour de Windows 11 notamment, que ce soit sur l'intégration de la GPO, que ce soit la partie sécurité. Finalement, comment je peux aujourd'hui adresser les enjeux du co-management ou du modern management. C'est un sujet qu'on maîtrise très bien. Voilà, puis on peut mettre en place effectivement des processus, qu'ils soient techniques ou métiers, comme je vous disais tout à l'heure, dans les plateformes, notamment ITSM. On peut mettre en place des portails libre-service d'entreprise pour faire apporter du service à la demande.
Et puis dans le centre de service, au-delà des actions, je dirais, plus techniques ou plus opérationnelles, on apporte aussi toute la phase de conseil, de stratégie. Donc on accompagne aujourd'hui les directions informatiques pour apporter une couche stratégique au système d'information en travaillant ensemble sur une feuille de route, j'en parlais tout à l'heure, du modern management ou des volontés d'aller vers de l'autopilote liées au poste de travail, liées au serveur. Donc on va être capable aussi d'avoir cette casquette, j'ai envie de dire, conseil à travers des audits ou à travers de l'AMOA, qui peuvent être en amont évidemment des projets, puisqu'avant avant de mener des actions, c'est quand même bien d'y apporter une préparation si possible. Et puis, on va parler de mise en conformité, évidemment, de sécurisation, que ce soit de son poste de travail ou de ses serveurs ou de ses équipements actifs. Donc, on va parler du patch management, c'est le sujet du jour qu'évidemment Camille va vous adresser de manière plus précise. On va parler de chiffrement de poste, on va parler de stratégie de configuration. On va se baser sur des certifications TISAX, des certifications ISO 27001 pour pouvoir vous apporter toutes on va dire, les bonnes pratiques et les quick wins qui font partie pour nous, voilà, intégrantes des livrables qu'on partage à nos clients. Et puis on a historiquement en fait une package factory qui est en place aussi chez DMI et qui là pareil a vocation à vous faire gagner beaucoup de temps et à pouvoir industrialiser en fait les packaging au sein de votre récit. Donc voilà, en résumé, c'est ça, c'est de l'expertise, de la proactivité, du conseil, des coûts maîtrisés et bien identifiés pour que ce soit évidemment en corrélation avec le service rendu. Donc c'est voilà des offres de services managés qui sont à la carte et qui ont évidemment vocation à soulager votre charge de travail, en tout cas à pouvoir l'externaliser et vous appuyer sur un expert. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les services managés en complément la présentation de DMI. Et dernière slide, si je ne dis pas de bêtises, Camille, voilà, c'est une slide assez représentative finalement d'une part qui se lie en deux temps, hein, nos domaines de compétences et l'ensemble des partenaires éditeurs certifiés avec lesquels on travaille. Donc le domaine de compétences, on voit bien qu'on met l'accent sur l'expérience utilisateur, ça c'est toujours le leitmotiv des équipes commerciales, des équipes des chefs de projet, des services delivery managers et l'ensemble des consultants et consultantes qui font partie des équipes de DMI. Donc, à travers cette expérience utilisateur, et bien, comme je vous le disais tout à l'heure, on va mettre en évidence voilà, les bonnes pratiques et les solutions pour avoir une gestion unifiée du parc IT, optimiser, améliorer ou en tout cas, je pense qu'on veut dire parfois révolutionner quand même la gestion de services et des biens auprès des utilisateurs. On parle de conformité logicielle aussi, plutôt une notion de SAM, hein, de Software Asset Management, pour s'assurer que les usages sont en juste relation avec les coûts et la consommation de votre environnement applicatif. On va parler de gestion de compte à privilèges. C'est nous, notre BU dédié qu'on appelle le PAM chez nous, donc le Privilege Access Management. On va aussi travailler sur la gestion des comptes à privilèges avec la gestion de ces élévations, quels impacts peuvent avoir aussi sur la productivité. Comment est-ce qu'on réduit considérablement la surface finalement de vulnérabilité de votre système d'information. On va y intégrer aussi à l'intérieur de ça des outils de prise en main de contrôle à distance sécurisé. Et on va aussi parler de bastion, voilà, de coffre-fort, à l'intérieur de ces solutions qu'on appelle de cybersécurité, donc à travers l'environnement du PAM. Protection des services et données aussi, on va travailler avec certains partenaires sur la sauvegarde et l'archivage des données, notamment avec nos partenaires comme Druva. Donc pour les résumer rapidement, hein, les éditeurs sur la droite, si vous ne les connaissez pas, ou peut-être un peu, certains quand même, BeyondTrust est un éditeur de cybersécurité donc avec lequel on travaille sur la partie PAM. Datto, c'est un expert de la gestion technique du parc informatique. Delinea, c'est une solution concurrente en fait à BeyondTrust avec lequel on travaille également. On va retrouver évidemment HCL par le produit BigFix que va nous présenter Camille. On a Caldima qui est un éditeur aussi spécialisé dans l'ITSM avec lequel on travaille beaucoup. Voilà, on a notre Matrix 42 et Ivanti qui sont aussi des partenaires historiques de DMI. Pour la petite histoire, on a été précurseurs sur l'arrivée de Matrix 42 sur le marché français, puisque c'est un éditeur allemand qui a étendu son territoire en France il y a à peu près 5 ans maintenant, avec lequel on travaille beaucoup. On va travailler évidemment en tant que partenaire technologique avec Microsoft. Petit aparté par rapport aux autres éditeurs, c'est qu'on n'est pas revendeur de solutions Microsoft. On laisse toute l'autonomie, la largesse aux clients de pouvoir s'acquérir de ses licences ou de ses souscriptions
auprès directement de l'éditeur Microsoft sur l'ensemble des bundles qu'ils peuvent proposer. Mais nous, on apporte voilà, notre expertise sur l'accompagnement. On va parler d'MECM, on va parler de Windows Update for Business, on va parler d'Intune, on va parler d'Autopilot. Tous ces sujets-là sont bien maîtrisés et on a de belles références clients qui peuvent en témoigner. Et puis, on a un historique aussi avec Symantec, donc Exalteris, racheté par Broadcom, qui va aussi être un acteur important de la gestion technique et notamment aussi de la sécurité des postes de travail. Voilà, je vous fais l'overview rapide de nos partenaires éditeurs. Évidemment, voilà, je vous invite à pouvoir me recontacter par la suite si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des questions complémentaires au webinaire de ce jour. Je pense que j'en ai fini de mon côté, Camus, pour la présentation du DMI. Et je pense que je vais te laisser la main car c'est toi l'expert du sujet ce matin. Oui, juste quelques références clients en fait pour illustrer simplement le fait que on n'a pas d'approche, j'ai envie de dire verticale ou d'approche métier. On va couvrir l'ensemble des besoins sur tout type de métier puisqu'on a des clients dans le retail, on a des clients dans l'industrie, on a des clients dans la grande distribution, on a des clients dans la santé, on a des clients dans le public. Donc évidemment, ne sont pas tous représentés aujourd'hui nos clients, mais en voilà quelques-uns en tout cas qui vous donnent un peu un ordre d'idée. De la taille d'entreprise aussi qu'on adresse aujourd'hui, c'est important. On est vraiment ce qu'on appelle sur du mid-market. On a quelques grands comptes avec lesquels on travaille de manière historique, mais sinon, voilà, notre cœur de métier est plutôt orienté sur du plus bas, on va dire 150-200 utilisateurs, et on va monter jusqu'à 25 000 utilisateurs, pour donner un ordre d'idée. Voilà ce que je pouvais vous dire, messieurs, dames. Merci Vincent, je pense que ça a été très clair. Ça m'a permis de faire un refresh aussi de la présentation de DMI, donc merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, bon bah moi je vais passer du côté donc HCL très rapidement. Je vais être beaucoup plus concis au niveau d'HCL. Le but c'est de vous montrer aussi la valeur de ce qu'on est capable de faire côté donc BigFix, solution BigFix. Mais voilà, juste pour vous donner une vision d'ensemble, parce qu'en règle générale, on ne connaît pas forcément HCL Software et ni non plus justement la maison mère qui est HCL. Juste pour vous donner quelques chiffres très rapides, c'est aujourd'hui même les chiffres sont pas à jour. On compte près de 220 000, ça fait toujours bizarre, 220 000 collaborateurs dans cette société. On peut considérer HCL comme une sorte de géant Atos indien. Donc c'est une société indienne qui est présente un peu partout dans le monde pour le coup. Effectivement, HCL est aussi présent pour donc finalement fournir du service, faire du service managé. Il est aussi fournisseur de cloud et aussi HCL est je dirais, est aussi une société un peu de l'ombre qui fournit aussi pas mal d'aide pour pas mal d'éditeurs. Ça a été le cas pas mal d'années pour IBM, par exemple. C'est justement de là où on vient. C'est qu'il y a eu en 2019, il y a eu le rachat d'une grosse partie du portfolio d'applications d'IBM par HCL. Et en 2019, HCL a créé une BU, on va dire, une société un peu à part dans le monde HCL qui s'appelle HCL Software, dans lequel finalement on est considéré comme une société, bien entendu, comme un éditeur traditionnel, avec à peu près une quarantaine de produits venant du monde HCL et d'IBM. Donc, et même plus, parce qu'effectivement, il y a eu aussi d'autres rachats derrière. Donc, ce qui va nous intéresser, bien entendu, c'est plutôt sur la partie HCL Software, mais pour vous donner juste quelques visions ensemble, on est 4500 employés, si ce n'est plus. On a réalisé l'année dernière 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Donc voilà, on est sur un chiffre d'affaires constant. On cible pour l'année prochaine 1,5 milliard. Donc voilà, on est vraiment sur une société relativement jeune, mais qui a, je dirais, un niveau de croissance sur 2 points et on espère justement avoir tout autant pour cette année 2023. Voilà, donc on est sur différents types de produits, un peu sur de la sécurité, enfin
sur de la sécurité, justement, sur quoi on va se concentrer avec BigFix, et d'autres solutions autour de l'expérience utilisateur, de la fourniture de solutions aussi, marketing et autres. Donc bon, il y a beaucoup de choses, mais le but n'est pas d'aller expliquer un peu tout ce qu'il y a chez HCL Software. Alors, l'intérêt, le but et la raison pour laquelle aussi vous êtes tous connectés aujourd'hui, ça tourne autour de la cybersécurité. Je pense qu'on est tous conscients qu'on a de plus en plus de machines connectées, on a de plus en plus de biens connectés, donc de plus en plus de difficultés aussi à gérer tous ces périphériques, que ce soit serveur, que ce soit hébergé en cloud, en hybride ou tout ce qu'on veut. C'est de plus en plus complexe. Alors c'est sûr que l'approche du travail à distance et du home office, c'est très bien pour les utilisateurs, mais on sait très bien que derrière, de manière l'infrastructure sous-jacente, pour pouvoir maintenir tout ça, elle est plus complexe. Elle est plus complexe et plus difficile à gérer et plus difficile à contrôler. Donc, le but, évidemment, c'est de pouvoir limiter des impacts financiers, limiter notamment des pertes de données. Hein. Vous voyez, 5 millions de pertes de données volées, donc, enfin, du moins sur l'année 2023, enfin non, 2024 même, c'est plutôt de la prédiction, et 8 trillions de dollars liés justement à la cybercriminalité. Hein, donc on est vraiment sur un réel business de la cybercriminalité, malheureusement. Ça s'industrialise de plus en plus. Et ce qui veut dire que vous devez finalement aussi être prêt pour pouvoir vous assurer d'être le plus sécurisé possible. Et c'est bien pour ça qu'effectivement, il faut il y a des enjeux derrière, hein, bien entendu, sur déjà des problématiques qu'on rencontre très souvent quand on parle de patch uniquement, c'est cette notion de remédiation qui n'est pas réalisée en temps voulu. Donc, c'est-à-dire qu'on a aussi des trous dans la raquette quelquefois. On n'a pas forcément le bon recul de savoir si j'ai des vieux patchs qui sont manquants ou même des nouvelles CVE qui viennent de sortir activement exploitées. Donc, il faut aussi s'assurer d'avoir une sorte de SLA sous-jacente pour s'assurer qu'on patche bien en temps voulu. Et on le voit finalement, hein, c'est qu'il y a de plus en plus, enfin, il y a encore beaucoup de sociétés qui ne patchent pas forcément de manière industrielle. Ça reste encore très manuel, trop manuel, et d'autant plus pour les serveurs, ce qui peut être aussi peut-être une erreur. C'est une question d'organisation, ça je l'entends bien. C'est une question de change management, etc. Donc il y a toute cette notion-là qu'il faut prendre en compte. Effectivement, c'est vraiment un point assez impactant. On retrouve effectivement, quand on parle d'outils de sécurité, on va avoir une myriade de produits pour pouvoir gérer le tout. J'ai de la prise en main d'un côté, j'ai du chiffrement de l'autre, bon bref, on a une myriade de produits et évidemment, on rajoute des agents, ça devient de plus en plus complexe et on a souvent de plus en plus la crainte des administrateurs d'installer des nouveaux composants sur des serveurs, ce qui paraît logique. Hein. Alors, serveur, même poste de travail. Hein. Le problème, c'est que cette fragmentation du cloud, de l'hybride et tout ce qui va correspondre à l'environnement, on va dire, un peu plus traditionnel, est totalement fragmenté. On perd bien souvent aussi la vision de ce qui se passe et on n'a pas forcément de report un peu global qui va vous permettre d'avoir finalement ce recul nécessaire et vraiment nécessaire pour le coup pour savoir où est-ce qu'on en est au niveau de, je dirais, sa position et sa posture au niveau de ses règles de déploiement de patch, de règles de configuration. Donc là, on parle aussi de conformité, hein, bien entendu. Et ça, effectivement, ça manque énormément. On voit qu'on a de plus en plus d'attaques. On voit qu'il y a de plus en plus de méthodes d'attaque, de différentes méthodes aussi de plus en plus industrielles pour finalement accéder à de la donnée personnelle ou autre, en passant par des outils techniques ou même en passant par du reverse engineering.
Donc, effectivement, on a besoin de solliciter de plus en plus de personnes. On a besoin d'avoir de plus en plus de personnes aussi dans une équipe dédiée sécurité. Et on le sait très bien, c'est qu'aujourd'hui, dans l'état de l'art, on a très peu de sachants et pas assez finalement de personnes dans ces secteurs-là. Donc, ce qui peut aussi causer des problèmes. Et là où ça peut justement apporter un plus, c'est les outils tels que par exemple BigFix, qui peuvent aussi finalement simplifier certaines démarches, simplifier certains croisements d'informations qui pourraient être réalisés manuellement, pour pouvoir justement éviter d'avoir forcément beaucoup de monde, mais surtout avoir peut-être laissé les sujets les plus importants, les plus complexes aux personnes et je dirais que toutes les actions, les tâches à faible valeur ajoutée, telles que je dirais malheureusement le patch, hein, mais parce que c'est important, mais c'est quand même de la faible valeur ajoutée, pour pouvoir l'industrialiser et de gagner du temps. Et c'est vraiment libérer du temps aussi pour les équipes. Voilà, donc c'est clairement là les défis actuels autour, non pas forcément que du patch, mais de la cybersécurité dans la globalité. Et c'est là où justement HCL BigFix va pouvoir apporter son plus. Alors là, on est sur un produit qui ne date pas d'il y a 2 ans. On est sur un produit qui a été commercialisé dans les années 2002, dans ces alentours, qui finalement a été développé sur des besoins plutôt initialement autour des grandes institutions telles que le FBI, qui nécessitaient d'avoir un contrôle global sur tous ces OS, hein, de l'Unix, de tout ce qui va correspondre à l'Unix, Linux, Windows. Et l'intérêt, c'était de pouvoir, on va dire, industrialiser et déployer non pas forcément du patch initialement, mais au moins scripter et lancer des actions sous-jacentes à distance. Et le produit, bien entendu, a évolué. Il y a une demande énorme et grandissante. Et donc, IBM a fait le rachat de ce produit BigFix. Il a ajouté et inclus un certain nombre de nouvelles fonctionnalités plutôt autour de l'UEM, hein, plus aussi sur des mécanismes autour de la gestion de calcul de licence. On parle d'ILMT et de mécanismes qui sont totalement intégrés. Et donc, effectivement, donc HL a repris le flambeau de cet outil qui peut-être vous avez pu connaître un côté IBM, Tivoli Endpoint Management. En fait, on parle de BigFix, hein. Donc, on a repris le nom BigFix, original côté HCL. Et bien entendu, on y a rajouté vraiment beaucoup de fonctionnalités depuis que HCL Software a pris le pas sur le développement de ce produit. Donc, voilà, juste pour vous donner, BigFix, on parle d'une plateforme modulaire et en fonction finalement des cas d'usage, on va pouvoir finalement débloquer certaines fonctionnalités, dont le patch, dont certaines fonctions de prise en main à distance, de conformité, pour vous aider justement à aller vers cette certification ISO 27001 ou du PCI DSS si vous voulez aller sécuriser vos serveurs autour de ces transactions financières. On va pouvoir aider et conforter sur ces règles de configuration et prouver que ces règles sont bien appliquées dans le temps et sont bien conformes, non pas à l'instant T, mais je dirais de manière continue. Et c'est tout là aussi la force de l'outil, ce qu'on va voir après coup. Donc, on va retrouver de la gestion de licence, du dashboard, du report, et ça, ce qui est vraiment, je pense, de plus en plus important quand on parle de sécurité. On ne peut pas agir tant qu'on n'a pas forcément le bon retour de quel est l'état actuel de mon parc. On a besoin d'avoir cette visibilité, cette compréhension de qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, pour pouvoir gérer les risques et prioriser aussi le déploiement de ces patchs. Et c'est sur quoi justement je vais vous montrer quelques petits cas d'usage au niveau de l'outil. Voilà, et on retrouve donc certaines aussi fonctionnalités autour du modern management qui sont en train d'évoluer à grands pas dans l'outil depuis qu'HCL a pris le pas et développe le produit BigFix. Donc voilà, de manière assez globale, hein, dans une société, vous avez vos environnements multisites,
je dirais, un environnement traditionnel. De l'autre côté, vous allez retrouver finalement vos utilisateurs qui vont être connectés des deux côtés via Internet, dans le réseau d'entreprise. Et ce que vous allez retrouver aussi de plus en plus, on parlait d'hybride, c'est tous ces environnements qui sont hébergés sur de la AWS, du Google Cloud, sur de l'Azure. Bref, ça devient de plus en plus compliqué à gérer. Et effectivement, là, ce qui va être intéressant, c'est que BigFix va être capable et va être en mesure de gérer tous ces types de systèmes. On parle d'une centaine de versions de systèmes d'exploitation, chose qu'on verra un petit peu. J'ai remis quelques petits logos pour vous donner un point de vue intéressant de quel type d'OS on est capable de gérer. Mais on est sur quelque chose, une plateforme la plus agnostique au possible, avec une couche, ce que vous voyez en violet, une couche de transport unique sur un port, un seul, qui va vous permettre de finalement tirer parti de la solution en quasiment temps réel. Donc, on n'est pas sur des mécanismes de scan, on est sur des mécanismes d'interrogation, on va dire, par défaut, c'est toutes les 15 minutes, de manière très optimisée. Hein, gardez ça en tête, parce que on pourrait avoir peur de se dire, bah mince, si toutes les 15 minutes on a des scans, c'est des scans très légers, et c'est des mécanismes, on va dire, en delta, qui vont être transmis. Ça vous permet d'avoir toujours la visibilité de l'instant T, je dirais, de l'état de votre parc quand vous êtes connecté sur la console. Donc ça a quand même pas mal de valeur par rapport à d'autres solutions qu'on peut retrouver sur le marché. On doit attendre un scan d'une machine qui potentiellement est éteinte, n'est pas là, est connectée à l'extérieur. Bref, on n'a pas forcément le retour de quel est l'état actuel du parc. Et là, en l'occurrence, on va pouvoir donner cette visibilité grâce à cette mécanique en quasi temps réel. On parle d'un serveur, un serveur unique qui va vous permettre de gérer ça de manière globale sur votre infrastructure. On peut aller jusqu'à 300 000 machines sur une même infrastructure. C'est là où justement on peut commencer à comprendre la valeur de l'outil, c'est qu'on est sur quelque chose de robuste et très optimisé en termes d'échange de données. Et c'est là où justement on est capable d'aller jusqu'à 300 000 machines. Ce serveur-là va vous permettre, bien entendu, de gérer le tout avec des agents. Et si vous voulez avoir du temps réel, ça fonctionnera jamais avec du scan et avec de l'agentless, ce qui paraît logique. Donc, on a un agent qui va vous consommer 2-3% de CPU. Ça, vous pouvez le configurer. Et derrière, vous n'avez pas besoin de beaucoup de mémoire pour que ça puisse fonctionner. Hein. Et on fonctionne sur tout type d'OS. Donc ça, c'est vraiment le côté intéressant. On est vraiment sur une infrastructure très légère. On n'a besoin que d'un seul port à ouvrir. Ça change quand même la donne, même au niveau de la sécurité. Et on va pouvoir même y placer des relais. On a quelque chose d'assez intéressant sur les relais. Ces relais vont être les points de contact uniques de tous vos machines et vos serveurs. Donc là, l'intérêt, c'est si vous êtes surtout pour des environnements serveurs, vous avez des bulles totalement sécurisées où les serveurs n'ont pas le droit d'aller communiquer vers d'autres bulles un peu moins sécurisées. Vous allez pouvoir y mettre un relais. Donc, c'est juste une machine avec l'agent BigFix sur lequel on y met un rôle. Et celui-ci sera le point unique de contact. Et celui-ci sera aussi utilisé pour pouvoir aller télécharger les patchs nécessaires en temps réel. C'est-à-dire que c'est à la demande, si une des machines a besoin de tel ou tel patch, ce sera mis en cache automatiquement sur le relais. Il n'y a pas de nettoyage à faire, ça se nettoie automatiquement, on définit la taille du cache au niveau de l'agent, au niveau du relais, et ça fait le boulot de manière automatique. Donc c'est aussi là un point intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'administration sous-jacente à réaliser pour pouvoir exploiter l'outil voilà, sans problème. Donc, je passe un peu plus. On a beaucoup de contenu, de patch, de configuration, selon les modules qu'on va activer. On a vraiment beaucoup de choses comme ça. Et on retrouve donc des mécanismes donc assez flexibles qui vont vous permettre de déployer, d'exécuter tout ce que vous voulez, d'interroger tout ce que vous voulez aussi à distance. Plus des mécanismes, donc on va retrouver et pas mal de connecteurs. Hein.
on se concentre de plus en plus sur cette notion de connecteur, chose qu'on verra après. Donc ça, je pense que vous avez bien compris. On est vraiment sur une notion de conformité continue, ce qui va vous permettre d'avoir garder toujours le contact avec toutes les machines actives, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise ou hébergé dans un IaaS, que ce soit privé, public, il n'y aura aucun problème. On va pouvoir continuer à garder le contrôle là-dessus. Donc, à titre d'exemple, on va retrouver pas mal d'OS connus, de l'Unix, de l'AX, du Solaris, du Ubuntu, du Windows, du Mac. On va retrouver de la WS. Ce qu'on a rajouté aussi récemment, c'est du Rocky Linux. On a aussi rajouté l'année dernière le support de Raspberry Pi. Donc tout ça, vous allez pouvoir les gérer. Vous allez pouvoir aussi y associer votre patch et faire donc du patch management sur tous ces types d'OS. Donc ce qui est bien, c'est que là on va pas avoir trou dans la raquette. Ça c'est le point important. D'autant plus quand on parle de patching par exemple pour les serveurs. En règle générale, on a toujours du Red Hat, même des versions de CentOS ou des choses même de vieilles versions qui sont finalement, si on ne le gère pas, on a un trou dans la raquette et on n'a pas une vue globale. C'est cette notion de reporting qui peut aussi être très très impactante. Voilà, donc, chose importante, c'est qu'on a des intégrations avec Rapid7, Tenable et Qualys pour donner cette visibilité aussi et ce recul de j'ai détecté sur mon outil d'analyse de vulnérabilité tel et tel et tel CVE, et qu'en est-il du côté de BigFix et quels sont les patchs à appliquer. On intègre toutes ces informations, on les fusionne, on les intègre dans notre base de données pour pouvoir justement vous donner un point de vue pour prioriser et déployer les patchs qui sont associés à ces vulnérabilités encore détectées du côté de vos outils d'analyse de vulnérabilité. On intègre aussi des connecteurs sur plusieurs outils d'ITSM, dont ServiceNow, on en a un natif intégré, mais on a pas mal d'autres outils d'ITSM qui se rattachent à BigFix. On a ces connecteurs côté IaaS, SaaS. On retrouve aussi des intégrations, ce que je vais vous montrer, autour du report, en s'appuyant sur du tableau, du Power BI, pour faire du reporting avancé. Juste pour vous donner un point de vue sur certains de ces connecteurs dont je vous parlais très rapidement, sur les scans de vulnérabilité, on a Rapid7 qui va arriver pour cet été, pour le coup, donc ça va arriver assez rapidement. Le but, c'est de pouvoir donner de la visibilité et casser un peu ces silos entre les équipes de sécurité et les équipes IT-Ops pour pouvoir leur donner une vue globale de qu'est-ce qui doit être appliqué et quels sont les patchs sous-jacents. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on corrèle toutes ces informations et on va pouvoir accéder à ces informations et à ces données depuis la web UI, donc l'interface web, la console d'administration web pour pouvoir réaliser ces opérations donc de priorisation, si je puis le dire comme ça. En complément, je pense que ça a aussi du sens. On intègre du contenu d'applications tierces. On parle pas que de socle OS, on parle aussi de à peu près aujourd'hui 160 applications qui sont intégrées et on a une forte roadmap pour intégrer près de 400 applications à terme sur ce référentiel. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir la couverture la plus large pour pouvoir s'assurer aussi que toutes vos applications tierces soient bien gérées. Donc on parle bien entendu de tous les navigateurs, tous les utilitaires les plus connus, les notepads, les outils de télécommunication et autres qui sont associés, qui nécessitent aussi des updates. On en fournit vraiment pas mal. Donc et c'est surtout une liste qui est récente sur des applications qui nécessitent des updates. On n'a pas d'application vraiment legacy dans ce contexte-là. On fournit vraiment des applications récentes et justement, on vous fournit la possibilité de les mettre à jour assez rapidement. Donc pour ça et pour pouvoir réaliser vos déploiements de patch, vous avez deux méthodes, vous avez une console et une web UI. Depuis donc là, par exemple, depuis cette web UI,
on est en train de moderniser de plus en plus BigFix et on retrouve une Web UI qui va permettre aux administrateurs d'avoir un point de vue sur les machines qu'ils peuvent gérer, parce qu'on a toute cette notion de scoping qui peut être fait, de gestion de rôle qui peut être associée. On va pouvoir leur donner la possibilité d'industrialiser et de réaliser des campagnes de patch, c'est-à-dire avoir tous les mois des tests sur un environnement de pilote, vérifier si tout va bien et ensuite avoir automatiquement le déploiement, par exemple, une semaine ou 2 semaines après, de manière globale sur tout l'environnement. Donc, on va pouvoir phaser toutes ces choses-là et ça, c'est ce qu'on verra. On va avoir une vision sur l'inventaire des machines, on va pouvoir avoir la vision et le point de vue des patchs. Bref, on va avoir une vision, je dirais, un peu à 360 degrés assez intéressante. Alors, je vais assez vite parce que je vois qu'on a le temps file, donc je vais aller assez vite à ce niveau-là. Je vous montre quelques exemples de. Oups, attendez, parce que je pense que là vous le voyez. Voilà, ce sera mieux. Vous voyez là un exemple de quelle manière on va pouvoir accéder à la donnée. Donc on a des intégrations avec Power BI, avec justement avec notre base de données de BI, pour pouvoir vous donner la main sur et d'avoir le bon retour de l'état du parc actuel et savoir qu'est-ce qui est encore applicable. Donc là, comme on peut le voir dans l'exemple, je vais pouvoir me concentrer sur les CVE qui datent de 2021, qui sont encore détectés sur mon parc, et je vais pouvoir donc filtrer par OS, par exemple, et je vais pouvoir donc aller, je dirais, dans cette démarche d'aller un peu plus dans le détail, voir quels sont les noms de machines associés et quels sont les fixlets, donc les patchs, hein, c'est le terme qu'on utilise dans le jargon de BigFix, qui sont absolument à appliquer sur l'environnement selon le niveau de sévérité et tout le reste. Ça peut aller au-delà. On peut même aller récolter à la période, au moment où il y a eu les problèmes avec Log4j. On a rajouté du contenu pour pouvoir, pour vous, analyser l'état du parc sur les composants Log4j. Alors, on n'est pas sur du patch, mais on était plutôt sur de la compréhension de l'état du parc actuel et quels sont les composants Log4j qui n'étaient pas forcément à jour. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et bien sûr, on peut avoir une démultiplication de ces cas d'usage d'une manière très rapide. Alors là, je vais vous montrer un autre point de vue très intéressant qu'on appelle CyberFocus, sur lequel on est en train de mettre, si je puis dire comme ça, le paquet sur l'outil. L'intérêt, c'est de pouvoir donner de plus en plus de visibilité et d'avoir une notion d'analyse des risques de plus en plus. Et donc là, on retrouve sur cette interface un rapport qui va aller finalement aller agréger des informations venant du framework MyTreeAttack pour avoir le point de vue de quels sont les différents attaquants aujourd'hui sur le marché et quels sont les CVE que ces attaquants, ces groupes d'attaquants exploitent, je dirais, au jour le jour en règle générale. Et là, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir la vision donc d'un groupe d'attaquants, quel CVE associé. On va même pouvoir aller voir directement sur le site de MyTreeAttack quels sont quels sont les vecteurs d'attaque, de quelle manière les attaquants font la découverte, l'intrusion, le déploiement. Et donc là, vous allez retrouver en bleu toutes ces différentes phases pour mieux comprendre de quelle manière l'une de ces vulnérabilités justement qu'on a pu détecter va rentrer dans cette démarche d'attaque. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant qui permet pour le coup, voilà, donner vraiment une notion de priorité. Alors, on en donne justement d'autant plus des conseils, on fournit même des conseils sur ce type de rapport pour vous dire ce qui doit être appliqué, je dirais de manière pragmatique. C'est là, par exemple, j'ai 40% de ces attaquants qui utilisent telle et telle vulnérabilité. Donc, si je la règle, eh ben, je règle 40% du nombre de groupes d'attaquants qui pourraient exploiter et qui pourraient donc tirer parti de cette vulnérabilité. Alors, on peut filtrer, on peut cacher,
On peut aussi avoir la vision de quel patch à appliquer, bien sûr, hein, on va retrouver ces informations. On va pouvoir voir les machines applicables. Donc, si on remonte un petit peu, on va retrouver les différentes machines qui nécessitent encore l'application de ce patch. Bref, vous avez toute la vue, la vision et la compréhension de quel est l'état du parc pour cette partie-là. Alors, de manière un peu plus complémentaire, on va aussi vous donner une vision plutôt de la CISA-KEV, je ne sais pas si ça vous parle, c'est de l'agence de cybersécurité l'agence des États-Unis, il y a la cybersécurité, qui fournit un rapport j'ai un mandatory pour toutes les agences gouvernementales des États-Unis pour justement régler ces problèmes de vulnérabilité connus sur le marché, donc actuellement exploités. Et ce qu'on retrouve à l'écran, ce sont donc des bulles qui vont correspondre au nombre, selon la taille, le nombre de machines impactées. Et on va retrouver des informations sur la CVE, quelle est ma note, quels sont encore une fois les patchs associés et quelles sont les machines qui y sont associées. Donc le côté pratique à ce niveau-là, c'est que ça va vous permettre vraiment de savoir quels sont ces fameux 5% de vulnérabilité massivement exploités sur le marché. Et de cette manière, si vous n'avez rien au niveau de cette interface, vous savez que vous êtes conforme et que vous n'avez plus de vulnérabilité activement exploitée sur votre environnement. Donc ça vous permet justement d'avoir une vraie valeur, une vraie compréhension de l'analyse de ces risques. Donc là, ce que j'ai pu faire juste avant, c'était afficher aussi par date de sortie. Il y a une grosse, il y avait une grosse vulnérabilité avec 15 machines. Bah là, effectivement, on va pouvoir s'appuyer dessus. Dernier point, je pense que ça, c'est aussi très important, c'est de donner aussi de la clarté, de la visibilité sur l'état du parc et l'état du patch management dans votre infrastructure. On appelle ça des PLA, donc c'est un peu des SLA, ce qui va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de l'état de votre parc, surtout sur les politiques de déploiement de ces patchs, à savoir si vous êtes en retard, de combien de jours sur le déploiement de ces patchs. Donc là, l'intérêt, c'est de mêler en fait mes informations sur j'ai combien de machines, j'ai combien de composants, j'ai combien d'éléments qui sont encore critiques et manquants, et ce qui va vous permettre d'avoir une variance et savoir justement si vous êtes conforme par rapport à vos règles internes. Donc ça pourrait être 30 jours, vous avez 30 jours pour régler tous les problèmes critiques sur le patch Windows, ou ça pourrait être 60 jours. C'est à vous de définir ces différents seuils. C'est ce qui va vous permettre de savoir si votre politique et votre workflow finalement qui va vous permettre de déployer vos patchs est conforme et va bien dans le bon sens et vous permettre d'avoir un niveau de conformité tel que vous le souhaitez. Donc là derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver la liste des patchs encore applicables, donc ce qui va vous permettre aussi de savoir qu'est-ce que vous devez appliquer pour pouvoir être conforme et s'assurer de réduire ce seuil qui est au-delà de 30 jours pour le coup sur mon interface. Alors là, je vais vous montrer de quelle manière l'administrateur peut accéder finalement à la plateforme et gérer son patch management. Donc là, depuis cette interface web, il va retrouver un certain nombre de modules, et notamment, je parlais de Qualys et Tenable. Je vais vous montrer très rapidement de quelle manière Qualys et Tenable peut aider en termes d'intégration. Donc là, ce module-là, qui est totalement intégré à la Web UI, comme vous le retrouvez, va vous permettre aussi, que ce soit l'équipe de sécurité ou ITOps, de pouvoir accéder à cette interface et de comprendre quelles sont les vulnérabilités critiques ou importantes, et notamment aussi avec des informations et des scores qui sont issus de ces outils d'analyse de vulnérabilité. Par exemple, Tenable possède un score VPR qui permet de mesurer le risque par rapport à une vulnérabilité en question. Donc, on va pouvoir filtrer, voir dans cette liste quels sont les scores VPR égales à 10, et on va pouvoir accéder aux détails de cette vulnérabilité, et non pas du patch dans l'occurrence. On va vraiment avoir la vision de la vulnérabilité pour savoir où est-ce que j'en suis, quels sont les moyens de contournement s'il y a besoin, les deux machines qui nécessitent l'application de ce patch,
Et on va pouvoir aussi voir les différents déploiements sous-jacents qui ont déjà été déployés pour pouvoir régler ce problème-là. Donc voilà, donc vous avez des informations complémentaires. Vous pouvez aller directement sur le site de Tenable en passant par des liens directs pour vous donner des informations complémentaires de vecteurs d'attaque, des risques, des notations CVSS V3, etc. Donc ça, c'est toutes les choses qu'on va pouvoir faire. Et ce qu'on va retrouver ici, c'est effectivement la possibilité de corriger la vulnérabilité. Et effectivement, derrière, c'est le patch qui va être déployé du côté de BigFix. Donc ça vous permet de voir que le dernier patch qu'on retrouve vers le bas correspond aux 2 machines qui étaient applicables. Et derrière, vous avez toute la mécanique pour pouvoir planifier, envoyer des messages ou dire quand est-ce que le patch sera déployé. Donc voilà, c'est assez efficace et assez rapide. Dernier use case, c'est vous montrer un peu de quelle manière on va pouvoir industrialiser et déployer les patchs de manière automatique, les campagnes de patch dont je faisais allusion tout à l'heure. Donc, depuis cette même interface, l'administrateur va pouvoir déjà avoir la vision, par exemple, des serveurs Linux. Il va pouvoir voir s'il reste encore des patchs critiques, des patchs importants. Il va pouvoir donc faire un équivalent de drill down, voir les différents patchs qui sont associés, avoir un récapitulatif de l'état du parc. En quelques clics, on saura justement quel est l'état. On va voir les vieux patchs qui n'ont pas été encore déployés. Et derrière, en cliquant sur le patch, on retrouve la description, le détail, les informations, la sévérité et notamment les machines qui doivent et nécessitent l'application de ce patch. Donc ça, c'est simple, hein. Donc on peut déployer le correctif de cette manière, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le déployer comme ça, on va pouvoir, que ce soit Linux ou Windows ou quoi que ce soit, on va passer par un module qui s'appelle Patch Policy, ou en français, c'est règles de correctif, qui là, en l'occurrence, va vous permettre d'aller phaser ces différents déploiements de manière automatique. Tous les mois, ça va me déployer automatiquement mes patchs sur un périmètre bien précis. Donc par exemple, si je prends l'exemple de mon déploiement Windows 11 ou que sais-je, hein, vous allez retrouver les différents noms de planning qui existent. Donc en fait, là, j'ai fait 2 planifications, une planification pilote, une planification de prod. Et derrière, vous allez pouvoir même changer la règle et voir sur quoi vous concentrez. Et quelles sont les catégories, quels sont les types de patchs que vous souhaitez déployer. Est-ce que c'est du critique important? Est-ce que c'est du critique uniquement? Et ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir même faire de l'exclusion. Et là, il y a un petit manque aussi sur l'interface, mais ça a été rajouté là récemment, aussi de l'inclusion. On peut faire un peu les deux. Donc le but, c'est de se dire, tous les nouveaux patchs qui arrivent ou tous les patchs qui arrivent seront intégrés une fois par. Donc il y a un rafraîchissement qui sera fait. Donc là, on a du pré et post correctif. Hein, ce que vous voyez, on peut très bien le faire. Et on a cette notion d'actualisation, ce qui va vous permettre de dire, le deuxième mercredi du mois, je frise le contenu, je le teste et je le déploie sur tout un mois. Et le mois d'après, je rafraîchis ce catalogue pour tester le même contenu sur mes différentes phases de déploiement. Donc voilà, donc on retrouve quelque chose d'assez simple. D'ailleurs, ça va grandement évoluer sur les prochaines versions, en positif, bien entendu. On va rentrer de plus en plus dans cette notion d'industrialisation. Mais là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir voir quel est le contenu encore applicable sur l'environnement. Et ça, c'est automatique, mais ça va vous permettre d'avoir déjà aussi ce point de vue-là. Si vous avez le moindre problème sur un patch, vous allez aussi pouvoir l'exclure. Alors, il y a des mécanismes, bien sûr, de rollback, si c'est possible, hein, les cumulative updates oubliés, mais pour le reste, pour certaines KB, il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir le faire. Voilà, donc on a exclusion, on va pouvoir exclure si on a besoin, comme je le précisais. Et derrière, ce qui sera intéressant, c'est que vous allez pouvoir suivre les déploiements après coup et vous allez pouvoir donc avoir la visibilité de toutes vos tâches qui sont réalisées automatiquement. Donc pp underscore correspond au patch policy, donc à cette mécanique qui va déployer les patchs automatiquement, et vous allez pouvoir voir finalement toutes les tâches qui ont été réalisées et savoir quel est l'état de mon dernier patch,
qui a été déployé, sur quelle machine, quels sont les comportements, est-ce que c'est en attente de redémarrage, quels sont les composants aussi qui ont été testés à être déployés. Et si je reviens sur la partie Power BI, vous allez pouvoir vous configurer et adapter certains rapports pour pouvoir donner de la visibilité sur les déploiements. Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas surtout. C'est vraiment là l'intérêt, c'est d'avoir une vraie visibilité, par exemple sur le mois, de qu'en est-il de mon déploiement de patch. Ça peut être en pourcentage, ça peut être en nombre de tâches, en nombre de machines qui sont fixées, en attente de redémarrage, en erreur. Ça, effectivement, je dirais qu'on a le champ des possibles avec l'outil. On a toutes les informations, donc on peut les fournir de cette manière. Voilà. Il est midi, c'est vrai que là, désolé, j'ai pris un petit peu de temps. Donc Vincent, il y avait un dernier petit point à partager. Ah oui, bah oui, non, merci Camille déjà pour l'ensemble de cette démonstration, de cette présentation. Oui, on a pris un petit peu de temps, mais je pense qu'il était nécessaire. On va conclure, messieurs dames, pour pouvoir vous libérer, j'imagine, pour le temps de déjeuner. L'idée, c'est de comprendre un peu rapidement par ces slides, en fait, la démarche qu'on applique assez souvent dans les projets de déploiement des solutions BigFix. Vous voyez en fait les 4 étapes principales qui constituent cette approche-là. On va plutôt apporter une notion de cadrage évidemment dès le départ pour s'assurer que les prérequis techniques, c'est-à-dire que l'environnement va pouvoir recevoir et pouvoir accepter la solution BigFix. Identifier les use cases, ou en tout cas des plans de test, évidemment, accompagner d'une aide à l'installation et à la configuration de la solution pour se mettre en situation réelle, j'ai envie de dire, ce qui nous permet, sur un planning à peu près de 15 jours, de pouvoir assurer une recette partielle, notamment surtout dans le plan de test, puisque c'est que ça demande un peu de charge de travail. On va pouvoir aussi retravailler avec vous à l'optimisation de la solution. C'est aussi l'occasion de faire un atelier de questions-réponses pour dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui a fonctionné, voilà ce qu'on souhaiterait peut-être faire différemment. Donc on va pouvoir consolider un petit peu mieux évidemment cette configuration, à laquelle on va assurer en fait une restitution. Donc là vraiment on va être dans la recette finale du test, pour vraiment planifier un rendez-vous de restitution pour s'assurer que la solution répond favorablement aux enjeux, use case et aux tests qui ont été faits. Et à partir de là, on est capable de pouvoir générer en fait une proposition commerciale sur laquelle on peut valider un budget, aussi bien sur la partie souscription et la partie service. Voilà, pour vous présenter rapidement un peu la démarche, c'est que ça passe pour nous inéluctablement par ces notions de cadrage de toute façon et ce plan de test, ce qui nous permet d'avoir une bonne feuille de route pour s'assurer évidemment d'une bonne implémentation par la suite de la solution. Voilà très très rapidement un peu notre démarche, qui fait un peu écho d'ailleurs à une démarche assez globale que l'on a sur nos projets. On réalise aujourd'hui quasiment systématiquement des POC pour en assurer la faisabilité et voire même la rentabilité aussi des solutions. Donc on termine sur ces slides avant de vous libérer pour le déjeuner, comme je le disais. Ce sont les interlocuteurs clés chez DMI qui peuvent répondre à vos questions et sur lesquels on peut compléter nos échanges. Donc moi je vous rappelle, c'est Vincent Van de Melebroek au milieu. Donc vous avez mon téléphone, vous avez mon mail, que je vous invite à imprimer, enfin l'impression écran ou à noter de votre côté. Donc n'hésitez surtout pas à revenir vers moi pour qu'on puisse discuter de tous ces sujets et bien d'autres s'il y en a qui vous intéressent. Moi, je tenais vraiment à vous remercier pour votre temps, votre disponibilité. Vous savez, comme tous, que c'est toujours un peu le défi aussi d'organiser des webinaires. Je sais que tout le monde est très sollicité et très pris sur différents sujets. Donc, encore vraiment merci à tous et à toutes d'être venus, en espérant que ça vous a éclairé, que ça vous a intéressé et qu'on va pouvoir en discuter par la suite. Ce sera toujours avec un grand plaisir. Donc, merci à vous et merci à Camille. Merci Vincent, merci à tous et au plaisir de parler avec vous si vous avez le moindre intérêt à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci, allez, au revoir. Merci à tous et à toutes, au revoir.